Bonjour à tous. Bienvenue à ce premier webinaire d'une série de deux. Je me présente, je suis Marianne Bergeron. Je suis gestionnaire de programme mobilité chez ICTER et c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce panel de lancement de l'étude d'ICTER qui s'intitule « Comprendre la hausse des camions légers au Canada afin de renverser la tendance ». Cette étude-là a été réalisée en collaboration avec la chaire mobilité de Polytechnique, le Centre de recherche Cyrano, qui rassemble des chercheurs et chercheuses de toutes les universités du Québec et HEC Montréal. Aussi vous dire que dans le cadre de ce premier webinaire, on va vous présenter surtout la genèse de la hausse des gros véhicules au Canada. On veut vraiment bien comprendre le phénomène. Et aussi dans la partie 2 qui aura lieu le 4 mai, on va s'attarder davantage aux conséquences qui occasionnent ce type de véhicule et aux pistes de solutions pour renverser cette tendance. Donc, vous devriez voir le lien pour vous inscrire au deuxième webinaire dans le chat. Et donc, si on passe à l'ordre du jour du webinaire pour la prochaine heure et quart, donc on va premièrement avec l'équipe d'acheteurs de mobilité, Catherine Morancy et Brigitte Millard vont aborder la transformation du parc de véhicules. Ensuite, va suivre Andréane Brazeau d'ICTER qui va présenter les résultats du volet sur la publicité automobile. Et finalement, Ingrid Peigné du Centre de recherche Cyrano va présenter les résultats d'un sondage pan-canadien qui portait sur les motivations d'achat d'un VUS. Aussi, vous dire qu'on a prévu du temps pour la période des questions qui va être à la toute fin du webinaire, mais pendant les présentations, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le Q&A qui est en bas de votre écran et on va tenter de répondre là, au mieux qu'on peut puis au plus grand nombre possible en cours de route. Je vais juste commencer avant de laisser la place aux panélistes, vous faire un bref rappel des projets d'ICTER en transport. En fait, ICTER agit vraiment sur deux fronts. Depuis près de 25 ans, on travaille sur des questions de mobilité. Donc, à la fois de réduire le parc automobile, les distances à parcourir et d'engendrer un transfert modal de la voiture solo vers d'autres modes de transport. Donc, on a des axes d'intervention qui vont de la mobilisation des acteurs clés, de la sensibilisation au grand public et aussi auprès de nos décideurs, donc à titre d'influence. Et également, on travaille sur l'amélioration du parc automobile, donc toute la question d'efficacité énergétique, décarbonation du parc automobile, notamment à travers l'électrification des transports. Donc, ça fait un bref rappel de ce qu'ICTER fait sur les questions de mobilité. Et donc, je vais passer maintenant la parole à ma collègue Andréane qui a coordonné cette étude-là. Donc, merci. Oui, merci Marlène. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter les premiers résultats de notre étude, donc qui est à l'échelle canadienne, là, donc on n'est pas dans le contexte québécois, là, je tiens à le préciser pour les questions qui pourraient survenir. Donc, sur la hausse des camions légers, donc par camion léger, on entend les VUS, les camionnettes, les multisegments, aussi les fourgonnettes, mais on se rend compte que ce n'est pas vraiment celles-là qui sont préoccupantes en termes de popularité. Donc, pour vous parler un petit peu là, de l'écosystème de la recherche, là, ça a été mentionné, mais l'étude d'ICTER se fait en collaboration avec le Centre de recherche Cyrano, HEC Montréal et la chaire mobilité. Puis, on est très contente d'avoir des représentantes de ces organisations-là avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un panel de femmes pour parler de gros genres. C'est toujours le fun. Et pour celles et ceux qui sont présents, parce que le volet publicité les a intéressés, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Comme vous le voyez là, en haut à droite, on va explorer plusieurs autres volets. Les autres, donc ces rapports-là, vont paraître dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût. Heureusement, aujourd'hui, vous allez avoir un aperçu de ces autres composantes-là pour piquer votre curiosité. Et bon, je tiens aussi à souligner que la recherche est financée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Donc, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Donc, dans le cadre de cette étude-là, on est parti d'un très simple constat. Nos véhicules sont de plus en plus gros et de plus en plus lourds. La popularité des camions légers est évidente et ils sont tranquillement en train de prendre le dessus dans le parc automobile canadien. Donc, c'est un phénomène qui est mondial et le Canada y échappe pas, mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi, puis ensuite, comment renverser le phénomène. Donc, en 30 ans, le nombre de camions légers a augmenté de 280 % dans le parc automobile canadien.
Puis cette hausse-là a vraiment une foule d'impacts sur plusieurs aspects de la société, là, que vous voyez aussi en haut à droite, puis on va en parler le plus en profondeur dans le deuxième webinaire. Par contre, je veux souligner là, que le secteur des transports est un des rares secteurs où les émissions de GES sont encore en croissance et c'est dû à deux causes. Là. Donc, il y a le transport de marchandises et la hausse des camions légers. Donc, voilà d'où on part. Je repasse maintenant la parole à Marilyn. Attention au son, Marilyn. On va vous poser une première question pour entrer dans le vif du sujet. Donc, vous allez pouvoir répondre. On va avoir les choix de réponse. Donc, en 2020, à combien croyez-vous que s'élevait la part du marché des camions légers parmi les véhicules neufs vendus au Canada? Est-ce que c'est 30 à 45 45 à 60 60 à 75 ou 75 à 90 Donc, encore 10 petites secondes pour répondre. Donc, en fait, la réponse était de 75 à 90 Donc, la vraie part est bel et bien de 79 et c'est 4 véhicules neufs sur 5 vendus en 2020 qui étaient des camions légers. Mais comment ça se fait qu'on est arrivé là? Bien, pour répondre à cette question, je vais passer la parole à Catherine Morancy et Brigitte Millard de la chaire de mobilité de Montréal, Polytechnique de Montréal, pardon, qui vont vous présenter l'évolution du parc automobile au fil du temps. La parole est à vous. Donc, bonjour, je vais juste partager mon écran pour faciliter en fait le processus. Je vais partager l'autre seulement. D'accord. Ça fonctionnait tantôt. Ah, parfait. Stop 2. Et ici. Et voilà, tout le monde voit bien? Ce que je vais faire, c'est vous faire un survol en fait, de la méthodologie qu'on a utilisée pour trouver les différents facteurs qui ont contribué à la hausse. Puis après ça, je vais passer la parole à Catherine, qui, elle, va vous parler un petit peu plus de la transformation de l'offre, de ses caractéristiques et de ses impacts sur la demande. Donc, en fait, l'étude a été réalisée en 2 temps. La première chose qu'on a faite, c'est vraiment bien définir l'objet d'étude parce qu'au début, on voulait s'intéresser aux VUS, mais on a vraiment rapidement réalisé que les VUS, finalement, ce n'est pas une catégorie de véhicules qui est homogène et voire même qu'elle l'est de moins en moins. Puis ça a soulevé toutes sortes de questions sous-jacentes. Donc, qu'est-ce qui distingue en fait un VUS d'une mini-fourgonnette qui, en fait, est l'ancien camion léger le plus populaire auprès des familles? C'est quoi les critères de classement qui sont utilisés pour répartir les véhicules et surtout, même plus fondamentalement que ça, qu'est-ce qui distingue vraiment un camion léger d'une voiture? Est-ce que ces catégories-là sont encore importantes aujourd'hui? Donc, on s'est posé ces questions-là. Pour essayer d'y répondre, en fait, on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a fait une analyse des caractéristiques de tous les véhicules qui ont été commercialisés et donc vendus au Canada depuis les années 90. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a fait une analyse de toutes les définitions utilisées par l'industrie et par le gouvernement. Le premier grand constat, en fait, c'est que l'évolution des caractéristiques de l'offre sont le premier facteur explicatif, en fait, de l'évolution de la demande. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont expliqué, en fait, il y a plusieurs autres facteurs qui font en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec autant de camions légers sur nos routes. Pour pouvoir faire un portrait exhaustif de toutes ces causes-là, on a fait 3 choses. La première, évidemment, on a fait une revue de la littérature scientifique et grise. Cette littérature-là, elle n'est pas très vaste. Si la réponse était claire, en fait, à ces questions-là, on ne serait pas là aujourd'hui en train de faire un webinaire pour vous expliquer tout ça. Donc, la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a fait une analyse des tendances à différentes échelles à travers le temps. Donc, à travers les régions du Québec, on a des données très détaillées au niveau des profils sociodémographiques. On a fait des analyses au niveau des provinces canadiennes et aussi au niveau à l'échelle mondiale. Ça nous permet de nous dire, est-ce que les mêmes facteurs semblent être à l'œuvre ou il y a des facteurs différents en fonction des régions? Donc, ça peut nous pointer vers certaines causes. La troisième chose qu'on a faite, c'est se fier à la théorie économique de la consommation. Et donc, ce que l'économie nous dit, c'est que face à une variation de la quantité demandée, il y a 3 causes. Donc, il peut y avoir un relâchement de la contrainte budgétaire des ménages. Donc, c'est-à-dire que les ménages ont plus de revenus ou ont un meilleur accès au crédit et donc ils peuvent s'acheter des plus gros véhicules et plus de véhicules. Deuxième facteur, il peut y avoir une variation du prix. Donc, à ce moment-là, ça se peut que les camions légers soient moins chers qu'ils étaient. Ça se peut que leurs concurrents, donc les voitures, soient plus chères qu'ils étaient. Ça se peut aussi que le prix des compléments varie dans le temps. Donc, par exemple, le prix des carburants.
Le troisième et dernier facteur que la théorie économique nous indique, c'est qu'il pourrait y avoir eu une transformation dans les préférences des consommateurs. Et ça pourrait être attribuable à de la publicité ou à un changement dans les modes de vie. Ce que nos résultats indiquent, en fait, c'est que tous ces facteurs-là ont probablement eu une influence à différents moments dans le temps. Les camions légers, bien que ça semble être un produit qui est très récent, ce n'est pas un nouveau produit, c'est quelque chose qui existait sous une forme un peu différente déjà au début du siècle. Pendant longtemps, ces véhicules-là, en fait, étaient tout simplement trop énergivores, trop gros, trop dispendieux pour le ménage moyen. C'était des véhicules qui étaient très utilitaires, utilisés principalement pour des entreprises, par le gouvernement, pour transporter des marchandises. Ils vont devenir très populaires à partir des années 80. Et juste avant les années 80, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les premiers grands chèques pétroliers. Ça va être une décennie qui va être excessivement charnière pour la suite des choses. C'est une décennie qui est marquée évidemment par une hausse des prix pétroliers, des politiques de rationnement, puis une hausse de la concurrence étrangère. Donc, on va voir sur le marché nord-américain un afflux de voitures japonaises qui vont devenir très populaires. L'industrie automobile va tomber en crise à cette période-là. Et donc, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'industrie automobile nord-américaine, c'est une industrie qui est excessivement importante pour l'emploi et pour les exportations canadiennes. Ce faisant, c'est une industrie qui a une incidence majeure, en fait, sur les taux d'intérêt, sur les taux d'inflation, sur le taux de change. Et pour cette raison-là, les gouvernements ont été du moins fortement incités à mettre en place des différents programmes de nature monétaire et non monétaire pour soutenir l'industrie, pour lui permettre de se relever et surtout de se réinventer. Et entre autres, parmi les choses qui ont été mises en place, ce sont des normes sur les économies de carburant avec des normes beaucoup plus clémentes pour les camions légers que pour les voitures à partir de cette période-là. Et l'Amérique du Nord était, il est toujours plus spécialisée dans les camions légers que les voitures. En 1984, ça marque en fait l'année de la commercialisation, quand on parle de se réinventer, donc de la mini-fourgonnette. Donc, c'est le premier camion léger spécifiquement reconnu comme étant un camion léger et conçu pour la famille moyenne. À partir de cette période-là, quand on regarde dans les statistiques, c'est vraiment là où on commence à voir la croissance, en fait, des camions légers dans les ventes. À cette période-là, il n'y a pas juste la mini-fourgonnette, même les VUS commencent à croître. En 1993, déjà, les VUS vont devenir le véhicule le plus vendu aux États-Unis. Quelques années plus tard, on va voir la même tendance au Canada. Tout ce qui se produit aux États-Unis, en général, quelques années plus tard, on le voit aussi au Canada. Donc, les ventes commencent à augmenter. 1996, c'est un nouveau choc, en fait. Ça marque l'année, en fait, de la commercialisation du Toyota RAV4, qui est reconnu comme étant le premier multisegment. C'est quoi un multisegment? C'est grosso modo un véhicule qui a la même carrosserie, donc la même apparence extérieure qu'un VUS, mais quand on regarde la mécanique interne et surtout la plateforme, c'est une voiture. Donc, ça en fait des camions légers qui sont plus petits, plus abordables, plus éco-énergétiques et donc plus intéressants pour le consommateur. À partir de ce moment-là, au début des années 2000, forte croissance, en fait, une plus grande croissance des camions légers parce qu'on a une offre qui est complètement différente qui vient d'apparaître. 2008, une année que tout le monde connaît, donc un autre choc qui apparaît à ce moment-là, donc crise financière, mais c'est aussi une période qui a été marquée juste avant ça par une forte hausse des prix des carburants et par une diminution importante des taux d'intérêt. À cette période-là, en fait, l'industrie automobile vit une nouvelle crise. Donc, qui dit nouvelle crise, nouveau plan d'aide pour aider l'industrie à se relever et se réinventer. Les constructeurs vont subir une forte pression, en fait, pour mettre en marché des véhicules encore plus éco-énergétiques pour répondre au prix des carburants. À la suite de ça, les prix des carburants vont chuter, mais déjà dans les années précédentes, on voyait qu'on mettait une forte pression pour finalement restructurer l'industrie automobile. Deuxième chose aussi qui apparaît, c'est en fait la financiarisation de l'industrie automobile, c'est-à-dire qu'on va se mettre à offrir du financement à très long terme. Maintenant, il est possible d'emprunter un véhicule jusqu'à une période de 108 mois. C'est une pratique qui est dénoncée par l'Agence canadienne en fait, financière comme étant une pratique qui encourage l'endettement des ménages et surtout qui incite les ménages à acquérir des véhicules nettement au-dessus de leurs moyens. Donc, puis on le sait, les véhicules, du moins les camions légers, ont une différence de prix d'environ 10 000 $ avec une voiture. Donc, ce sont des véhicules très dispendieux. Ça ici, ça fait un petit peu le tour, en fait, de différents facteurs. Le rapport, écoutez, il y a beaucoup de graphiques, tout est détaillé, il y a énormément de détails à propos de chacune des choses que j'ai décrites. Vous pourrez les consulter. Si vous avez des questions à la fin aussi, on pourrait y répondre. Mais j'aimerais, en fait, passer la parole à Catherine pour vous permettre de mieux comprendre, en fait, l'impact de l'évolution des caractéristiques de l'offre et son incidence sur la demande, qui sont peut-être des facteurs moins bien compris, mais pourtant très importants pour comprendre la suite des choses.
En fait, puis c'est très bruyant dans ma maison, là, mais la première chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'on ne s'est pas assez intéressé à la transformation de la flotte de véhicules à travers le temps et des impacts que ça peut avoir sur nos infrastructures, sur la capacité de nos infrastructures et sur plein d'autres choses. Fait que je suis très heureuse qu'Équiterre fasse ce projet. Je voulais juste le dire parce que c'est rare qu'on a l'occasion de vraiment discuter de cet enjeu de transformation. Je trouve qu'on a raté beaucoup d'occasions à travers le temps de gérer cette transformation-là. Et en fait, le projet ici, c'est des projets qui empêchent de dormir, là, quand on voit les statistiques. Là. Mais l'exploitation des données du CVS là, sur les propriétés des véhicules, ici, ce qu'on voit, c'est vraiment la transformation de ce qui est offert. Là, vous allez me dire, c'est l'œuf et la poule. Là. On offre ce que les consommateurs veulent, sans doute, mais ça joue dans les deux directions. Les consommateurs achètent aussi ce qu'on leur offre. Il y a quand même une grande transformation dans les propriétés de l'offre de véhicules. Fait que ce qu'on voit à gauche, c'est effectivement une augmentation de la hauteur moyenne, une augmentation de l'empattement, une augmentation de la masse. Et ce n'est pas que dû à la présence de véhicules électriques. Quelqu'un qui m'avait répondu ça sur un tweet. Ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas assez pour que ça ait cet effet-là sur la masse. Oui, il y a des enjeux de sécurité, mais il y a vraiment un effet de taille. Donc, longueur, largeur et surface. La surface au sol, là, quand je parle d'obésité spatiale, c'est de ça dont je parle. C'est que ces véhicules-là occupent de plus en plus d'espace. Ça a un impact sur la capacité de nos infrastructures. Et ceci étant dit, je ne l'ai pas mis là, mais on a quand même une diminution des taux d'occupation, principalement en pointe. On transporte en moyenne 1,12 passagers en pointe du matin de Montréal, évidemment avant la pandémie. Ça, c'est un autre enjeu. Sur la question de la pandémie, par ailleurs, on se retrouve aujourd'hui avec un surplus de véhicules inutiles. Je voulais juste mentionner ça. Sur la question de la longueur, qui est quand même un des effets qui est important au niveau de l'efficacité de nos infrastructures, je le calculais rapidement, là, mais quand on augmente de 5 la longueur moyenne des véhicules, on réduit, là, on augmente de 10 à peu près les temps de déplacement sur un tronçon d'autoroute congestionné, minimum. Ça a un effet vraiment sur la qualité des trajets que chacun va pouvoir vivre, le fait que chacun puisse décider soi-même du type de véhicule et n'ait pas à considérer les impacts collectifs que ça peut générer. Donc, ce qu'on a constaté juste sur le volet offre, donc évidemment, on a une diminution de l'offre de berline, les bicons, on a cherché les mots francophones et les camionnettes. On a une diminution qui est encore un peu plus marquée des familiales. Donc, les familles se tournent évidemment vers d'autres types de véhicules. Et évidemment, une hausse marquée constante des VUS. Bon, le problème qu'on a eu dans le traitement des bases de données, c'est que c'est, je ne sais pas quel mot je peux dire en ligne, là, mais c'est vraiment complètement désorganisé. La base de données, la typologie associée au véhicule est devenue à peu près n'importe quoi, ce qui fait que pour faire une gestion un peu plus serrée et appliquer des règles, notamment des règles d'émission de gaz à effet de serre ou des règles de consommation, peu importe comment ils appellent, ça devient de plus en plus compliqué. Le syndrome des barbecues. Je vois des commentaires, ça me fait rire. Donc, ça, c'est quand même un des enjeux là, au niveau de la définition qui est utilisée pour identifier cet objet qui, logiquement, devrait servir à nous transporter, pas à montrer à tout le monde comment on est bon. Il y a un enjeu. On passe à la prochaine diapo. Évidemment, ça, c'est l'offre. Après ça, on passe à la demande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à travers le temps? Là, je voudrais quand même citer quelque chose qui n'est pas dans la présentation, mais je fais tout le temps ça, je m'en excuserai. On a fait un projet pour la ville de Laval l'année passée, puis on avait mesuré que si parce que j'ai vu le mot effet rebond, je reviendrai, si on avait géré la transformation de la flotte de véhicules possédés par les résidents de Laval, et si 100 des véhicules étaient les 15 les plus éco-énergétiques, on aurait pu réduire de 22 les gaz à effet de serre sur une base annuelle. Je voudrais juste vous dire qu'on a bien de la misère à réduire nos gaz à effet de serre, mais que si on avait géré la transformation de la flotte et appliqué des réglementations un peu plus sévères, peut-être que ça irait mieux dans le domaine. Donc, ce qu'on avait, donc typiquement, les camions légers étaient avant, donc pré-2000, achetés avec des ménages avec un peu plus de revenus que la moyenne, principalement des hommes. Là, je m'excuse, je ris, parce que tous nos préjugés en transport, souvent, se matérialisent et sont vrais. Des familles et les gens qui habitaient principalement en périphérie des grands centres. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi ces types de véhicules ont été adoptés par une plus grande diversité d'individus. Donc, on le voit à droite. Maintenant, plus de femmes sont propriétaires de ce type de véhicule. On a plus de ménages qui vivent en ville, des ménages jeunes, des ménages âgés. On va le voir sur les prochains graphiques, des ménages qui sont plus nantis et moins nantis. Puis dans les deux cas, ce n'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Et dans le milieu, on a ce qui peut expliquer cette transformation. Donc, évidemment, il y a la spécialiste Brigitte pourrait vous en parler, tout ce qui est associé aux composantes économiques, le prix des carburants. On a le volet de l'efficacité énergétique.
quelle occasion ratée. Hein, on a réussi, grâce à la technologie, à rendre les véhicules plus performants. Et grâce à ça, on n'a pas réduit notre empreinte, on a juste choisi d'acheter des véhicules plus gros. C'est vraiment c'est une occasion complètement ratée. Vous m'en excuserez, c'est encore ce syndrome de l'obésité. Donc, dans les facteurs psychologiques, j'ai combiné les deux, psychologique et sociologique, la question des modes de vie, évidemment, la perception de sécurité, il y a beaucoup, je dirais, une auto-justification que c'est pour être plus en sécurité pour soi-même, tout en sachant qu'on expose les autres à plus de risques. La question de la réglementation autour des taux de consommation énergétique, l'étalement urbain, les maisons secondaires, on va vivre ça encore plus davantage dans les prochains mois. Et l'offre de véhicules et, bon, marketing, clairement, je pense que dans le chat, on le voit aussi, les questions. Le marketing a effectivement tout à fait une partie importante sur ce qu'on vend. On passerait à la prochaine. Puis je me souviens plus ce qu'on a. Ah oui, bien ça. Ce sont des graphiques qui veulent tout dire. Puis moi, ce graphique-là, je le trouvais superbe. Vous avez à gauche les hommes, à droite les femmes, par groupe d'âge. C'est le nombre de véhicules dans la flotte et l'évolution par bond. Là, je pense que j'ai pris des bons de 4 ans ici pour montrer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Et on le voit, il y a vraiment ce phénomène de persistance de la motorisation qu'on inclut dans les modèles de prévision de la demande. Mais la persistance, c'est que du moment où quelqu'un prend l'habitude d'être propriétaire ou de faire l'acquisition de véhicules, à travers le temps, il va persister. Puis ça, on le voit clairement chez les femmes. Le fait que dans les cohortes, en 2019, on ait plus de véhicules dans les cohortes plus âgées. Oui, il y a le phénomène de vieillissement, mais il y a aussi le fait qu'on a appris à vieillir avec nos véhicules. On a adopté un comportement de motorisation, il se poursuit. Si on passe à la prochaine, je ne sais pas il est quelle heure, à la prochaine, on a le même type de graphique, mais au niveau des véhicules de type VUS et VUM, donc qui était un peu plus le focus de l'analyse, de l'étude, on voit quand même cette hausse à travers l'ensemble des cohortes. Ça aussi, c'est fascinant. Ce n'est pas quelque chose qui est associé à une cohorte en particulier. Il y a vraiment un effet période. C'est de façon systématique, on a une augmentation de ce type de véhicule à travers les générations, à travers les âges. Peut-être un peu plus marqué du côté des hommes, on voit quand même que ça se propage à travers toutes les générations. On peut passer à la prochaine. Donc, les constats, évidemment, il y en a plusieurs constats. C'est sûr qu'avec la déformation que nous avons en poly, les bases de données, c'est fondamental pour être capable d'avoir une vue objective de ce qui se passe. Là, on a réalisé que les bases de données, oui, elles contiennent l'information, mais les typologies et les classifications qui sont associées ne veulent pas dire grand-chose. Donc, on est obligé de réfléchir à d'autres types de classifications selon le type d'analyse qu'on veut faire. Si on veut faire des analyses d'impact sur la congestion, on va faire des classifications basées sur la longueur, la largeur. Donc, il faut vraiment adapter le type de typologie selon le type d'analyse à réaliser. Puis là, vous voyez que c'est vraiment à peu près n'importe quoi. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la hauteur, il n'y a pas une seule variable. Il y a vraiment des chevauchements dans les types au niveau des propriétés principales des véhicules. Ça, c'est problématique pour avoir une vue claire de ce qui se passe au niveau de la transformation. C'est problématique pour faire l'application de règles, de règlements qui vont nous assurer qu'on mixe dans la bonne direction sur l'ensemble de nos cibles. Bon, évidemment, je l'ai mentionné, la persistance de la motorisation. Ça, ce n'est pas évident quand quelqu'un a appris à être motorisé. Démotoriser quelqu'un, c'est compliqué. Là, on voit qu'il y a vraiment cette persistance-là et qu'elle est très forte. Bon, dans les propriétés des véhicules, il y a plusieurs impacts. On travaille justement à l'estimation de ça, là, sur l'impact notamment sur la congestion, parce que c'est complètement négligé. Et comme je le dis souvent dans mes cours, on croise nos bras et la capacité de nos réseaux est en train de s'effondrer parce que les taux d'occupation diminuent et la taille des véhicules augmente. C'est comme génial, là. Chacun prend plus d'espace et grâce à ceci, tout le monde souffre davantage. Bon, c'est quand même très problématique sur l'utilisation de l'espace public. Donc, oui, c'est ça. Bien là, la question que je reçois, je vais la donner au prochain séminaire. Une réponse plus détaillée. Puis là, je ne vois plus la suite de la diapo, mais ce n'est pas grave. Donc, en fait, tout ceci, dans les constats, il y a un volet qui est très méthodologique. Méthodologique sur comment on classe ça, qu'est-ce qui est le plus adapté pour faire certains types d'analyses. Il y a ce qu'on a gâché comme opportunité. Hein? On peut faire le témoignage de ce qu'on a gâché. Ce qu'on n'a pas géré ne nous a pas permis de faire certains gains, puis ça serait peut-être le temps qu'on s'en occupe. Et évidemment, de comprendre qu'est-ce qui a généré cette transformation et qu'est-ce qu'on devra gérer pour la suite. Je pense que ça conclut notre section. Merci beaucoup, Brigitte et Catherine. C'est fort intéressant, en même temps préoccupant puis un peu désespérant, mais on a du travail à faire, c'est ce que ça veut dire.
Donc, on va passer maintenant à la deuxième question qui porte sur la demande et le rôle de la publicité dans le choix de consommation. Alors, la question devrait venir. Merci. Donc, selon notre étude, quelle est la part de la publicité de journaux et magazines qui affichent des camions légers? Est-ce que c'est 12 34 56 ou 79 Donc, la bonne réponse, vous aviez bien vu, donc c'est 79 %. Donc, les camions légers sont majoritairement ou exclusivement représentés dans 79 de la publicité. Maintenant, on va passer la parole à Andréane Brazeau, analyste en mobilité chez Équiterre, qui va justement porter sur la publicité automobile. Oui, donc, merci Marilyn. Je vais arriver à maîtriser ma technologie. Donc, avant d'entrer dans la méthodologie plus spécifiquement, je dois commencer par dire qu'on a basé notre analyse sur le fait qu'il y a un consensus scientifique qui est vraiment largement reconnu là, sur l'influence de la publicité dans les choix de consommation. La littérature est sans équivoque, là, donc on s'entend que sinon, il n'y en aurait pas autant. Après ça, c'est quand même très difficile, là, si on peut dire là, impossible, de mettre un chiffre sur le rôle de la publicité, mais il y a quand même des préoccupations là, qui ont été constatées, surtout dans les pratiques publicitaires. Donc, on parle aussi là, de l'idée que nos gouvernements souhaitent mettre fin à la vente de véhicules à essence en 2035 au Québec et en 2040 au Canada. Pourtant, les investissements de la publicité automobile sont gigantesques, particulièrement en ligne. Là, vous pouvez penser à toutes les pubs qui apparaissent quand vous surfez sur le web. Puis, c'est justement un secteur qui est en croissance et qui est assez peu réglementé là, à l'heure actuelle. Donc, au niveau de la méthodologie qu'on a utilisée pour faire cette analyse de la publicité, donc ça s'est déroulé en 2 étapes. D'abord, on a fait une analyse du contenu de la publicité en épluchant plus de 1000 éditions de quotidiens et de magazines canadiens. On a établi des balises pour sélectionner les publicités, puis on en a retenu 132 pour le contenu. On a aussi créé notre corpus et notre grille d'analyse à partir de la littérature et de nos entrevues exploratoires. Notre méthode a permis de comptabiliser le ratio de publicité où il y avait majoritairement ou uniquement des camions légers par rapport aux voitures standards. Puis, on en est arrivé là, au ratio de 79 %. Donc, c'est quand même, en fait, c'est assez près avec le nombre de véhicules neufs vendus en 2020. Donc, c'est un bel annonce. Hein? Donc, ensuite, au niveau du cadre réglementaire, on a étudié dans le fond, le cadre légal au Canada, mais aussi au niveau provincial et à l'international pour notre analyse. Donc, je vais tout de suite y aller avec les résultats. Donc, on constate que la grande majorité des publicités utilisent la nature ou ses propriétés pour vendre les camions légers. Plus particulièrement, comme vous voyez là, sur les exemples qu'on a mis, la domination de l'environnement est souvent montrée avec des véhicules hors route dans des milieux naturels. Puis, en fait, il est illégal de circuler en véhicule hors du réseau routier public. Donc, on a quand même là, ce constat-là que les publicités qui sont diffusées ne sont pas cohérentes avec le cadre légal. Ensuite, les VUS donc spécifiquement les VUS sont représentés dans une variété de lieux. Donc, on parle de nature, mais aussi de banlieues et de villes, ce qui peut laisser croire qu'ils sont polyvalents à travers l'exposition à un nombre élevé de publicités parce que c'est tellement une part élevée à laquelle on est exposé continuellement. Ensuite, c'est souvent les rabais ou l'effet de rareté qui sont mis de l'avant. Donc, en fait, les 2 moments où il y avait beaucoup de publicité, en fait, c'était autour du Boxing Day et du Vendredi noir. Ça ne nous surprendra pas. Au niveau de la sécurité, maintenant, c'est surtout les multisegments et les VUS qui la montrent. Puis, il y a souvent là, même plus d'une référence à la publicité, à la sécurité, pardon, dans une même publicité. Donc, on sent que c'est vraiment quelque chose que l'industrie automobile souhaite mettre de l'avant pour ces véhicules-là. L'aspect technologique aussi est particulièrement récurrent.
Un autre élément, il y a les modalités de financement, là, surtout dans les journaux, évidemment, là, qui sont très fréquemment proposées, mais qui ne sont pas tout le temps accompagnées du prix de détail du véhicule. Donc, que ce soit là, des pneus inclus, les montants des versements à payer là, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou bi-hebdomadaire. On a les acomptes, les taux d'intérêt, les paiements reportés, tout ça. Donc, un autre élément qu'on a constaté, c'est qu'il n'y a aucune des publicités qui mentionne la consommation d'essence ou les émissions de CO2 des véhicules et moins de la moitié d'entre elles, là, comme j'ai mentionné, qui affichent le prix de détail. Donc, on considère que ces messages-là peuvent nuire là, à la prise de décision éclairée en matière de choix de véhicule. Puis, il y a quelques publicités qui mettent en évidence l'efficacité énergétique du véhicule, mais qui ne donnent pas d'informations concrètes par rapport à cette efficacité-là. Donc, on a aussi là, un peu de, en guillemets, greenwashing. Donc, pour terminer, les fourgonnettes sont à peine visibles, comme je le mentionnais tantôt, ce qui confirme l'idée selon laquelle les VUS les remplacent tranquillement sur le marché. Donc, du côté de la réglementation, il y a plusieurs constats sur ce qui se fait au Canada. Donc, il n'y a pas de contrôle des publicités en amont de leur diffusion. Donc, les lois, les normes et les règlements qui existent agissent de manière réactive, soit après avoir reçu des plaintes, par exemple, plutôt que d'exercer un contrôle avant que les publicités soient diffusées au grand public, comme c'est le cas pour la publicité pour enfants. Il y a certains secteurs qui ont des codes spécifiques à respecter là, en matière de publicité au Canada, mais pas l'industrie automobile. Puis, enfin, on a remarqué que les normes et les lois relatives à la publicité sont en mesure d'évoluer en fonction des enjeux de santé publique. Ça s'est vu avec la publicité pour le tabac, avec la publicité automobile aussi, qui mettait de l'avant la vitesse au volant. Donc, ce n'est plus permis aujourd'hui. Donc, notre constat est que le volet environnemental n'a pas encore été intégré dans le cadre légal de la publicité, alors que ça commence à se faire ailleurs dans le monde. Donc, c'est ce qui explique notre principale conclusion, qui est l'inadéquation entre la crise climatique, les cibles d'électrification des gouvernements et l'encadrement de la publicité automobile. Donc, quelques exemples à l'international. Il y a plusieurs pays là, desquels le Canada pourrait s'inspirer. Donc, la Belgique, là-bas, les publicités ne peuvent pas tromper le public par rapport aux effets du produit sur l'environnement. Il existe aussi des restrictions par rapport à l'utilisation de lieux qui ne sont pas sur le réseau public routier, là, comme je faisais référence tantôt. Au Royaume-Uni, les publicités doivent obligatoirement afficher la consommation d'essence et les émissions de CO2 des véhicules avec des caractères d'une certaine taille. Donc, ça ne doit pas être dans le bas, les publicités où on ne voit pas ce qui est écrit dans le bas. Là. Puis, la Nouvelle-Zélande, les pubs ne doivent pas dépeindre des dommages à l'environnement dans les zones qui ont une grande valeur de conservation. Donc, on pense surtout là, au milieu humide. Et la Suède, où les termes comme respectueux de l'environnement ne peuvent pas être utilisés dans des publicités, à moins que pendant tout le cycle de vie du produit, ils ne nuisent pas à l'environnement ou l'améliorent. Donc, évidemment, là, il n'y a aucune de ces réglementations qui est présente au Canada, alors que ça pourrait là, y être intégré. Je termine avec nos 4 grandes recommandations. Donc, d'abord, de reconnaître la hausse des camions légers comme un enjeu de santé publique et de sécurité publique. Ce volet-là va vraiment être exploré. Le volet de santé publique et de sécurité publique va vraiment être expliqué dans le prochain webinaire où on va vraiment aller dans les conséquences du phénomène. La prochaine recommandation, c'est de former un comité consultatif indépendant là, pour à la fois accompagner l'industrie automobile, mais aussi pour s'assurer aussi qu'il y ait une diversité d'acteurs de la consommation, tout ça qui soit inclus. On veut aussi s'inspirer des restrictions qui existent, donc celles que j'ai mentionnées là, sont des bons exemples, là, le tabac, la vitesse au volant, la pub pour enfants. Et pour terminer, il y a le resserrement progressif du cadre réglementaire de la publicité automobile et l'augmentation de la promotion de la mobilité durable, parce qu'on est vraiment dans une situation de David contre Goliath ici. Pour le resserrement de la réglementation, là, il y a vraiment plusieurs pistes. Donc, comme je le disais tantôt, de faire un code canadien de la publicité automobile, ça permettrait d'inclure des informations qui sont utiles à la prise d'une meilleure décision éclairée pour les consommateurs. Donc, ça peut être l'obligation d'afficher des émissions de CO2 ou la consommation d'essence, la restriction de la représentation de la nature,
Une autre façon qu'on pourrait faire ça, qu'on peut resserrer la réglementation, c'est en mettant sur pied un mécanisme pour valider le contenu des publicités en amont de leur diffusion, donc pour répondre à la problématique du fait que c'est toujours en aval à l'heure actuelle. Et pour terminer, il y aurait aussi là, éventuellement d'accorder une plus grande place aux véhicules électriques dans les publicités, peut-être un ratio, puis éventuellement avec les années, avec le rapprochement aussi de la date butoir de 2035-2040, ça serait aussi de limiter la publicité des plus gros camions qui sont même électriques, étant donné leurs impacts qui vont au-delà de l'environnement. Toutes les recommandations détaillées et approfondies se trouvent dans notre rapport, donc je vais mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup et je redonne maintenant la parole à Marilène. Et merci, Andréane. Bon, on voit qu'on a beaucoup de chemin à faire au Canada, au Québec, mais pour renverser la réalité, mais que c'est possible parce que d'autres exemples ailleurs nous l'ont démontré. Bon, mais maintenant, pour le dernier volet de ce webinaire, en fait, je vais laisser la parole à l'équipe de Cyrano et des HEC qui vont nous présenter, en fait, le profil des propriétaires de camions légers et leur motivation d'achat, donc qui ils sont. Je vous rappelle aussi qu'on va avoir une période de questions après qui va suivre. Vous pouvez toujours poser les questions dans le Q&A ou le converser, si c'est tout dépendant si c'est en français. On va y répondre à la fin. Donc, je vous présente maintenant Ingrid Peigné du Centre de recherche Cyrano qui va donc dresser le portrait, comme je vous disais. Et donc, comme vous pouvez voir aussi, il y a toute une équipe derrière, complète du Cyrano et des HEC Montréal qui ont contribué à cette étude. Donc, à toi la parole, Ingrid. Merci beaucoup, Marilène. Bienvenue en fait à tous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment une partie des résultats de notre étude. Donc, les autres résultats vont être présentés dans les prochains webinaires. Et aujourd'hui, je vais particulièrement m'intéresser en fait à notre analyse quantitative. Donc, on a réalisé en fait un questionnaire qui a été conçu par toute l'équipe de recherche après une revue de littérature très approfondie. Et ce sondage a été administré par une firme de sondage justement en ligne entre le 27 octobre et le 30 novembre 2020. C'était un questionnaire qui durait quand même assez longtemps, donc près de 26 minutes pour y répondre. Et on a eu, en fait, je vais vous présenter aujourd'hui les réponses à ce sondage. Et notre échantillon est constitué d'ailleurs de 1377 propriétaires de véhicules qui ont été sélectionnés en fait par la méthode des quotas pour s'assurer d'avoir un échantillon qui est représentatif de la population canadienne. Donc, notre enquête s'adressait vraiment uniquement à des propriétaires de véhicules, tout type de véhicules confondus d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas surprenant finalement de voir que dans nos faits saillants, on constate en fait que le véhicule est vraiment indispensable pour nos répondants. Donc, on voit 5,73 sur une échelle de 1 à 7. Et en parallèle de ça, on voit également qu'en plus de cette indispensabilité, il y a un sentiment de plaisir en fait associé à la conduite, puisque 56% de nos répondants aimaient conduire juste pour le plaisir. Alors, si on regarde en fait nos réponses, toutes nos questions étaient basées en fait sur le véhicule principal possédé par le répondant. Alors, qu'est-ce qu'on entendait par véhicule principal? On le définissait comme le véhicule le plus utilisé au sein du ménage finalement. Donc, quand on regarde au niveau de nos répondants, 51% de nos répondants avaient comme véhicule principal un camion léger. Et dans ces camions légers, les VUS, en fait, 38% possédaient des VUS. Donc, on voit vraiment que plus de la moitié de nos répondants possèdent un camion léger et cet élément va nous permettre, en fait, nous a permis de faire vraiment des statistiques plus poussées, en fait, en différenciant les propriétaires de VUS, les propriétaires de berlines. Donc, on a pu aller vraiment obtenir des résultats très intéressants. On l'a abordé précédemment en fait, par mes collègues de la chaire mobilité de Polytechnique, les considérations financières reliées à l'achat d'un véhicule. Et ce qu'on constate dans nos réponses, c'est vraiment, on voit clairement, une différence dans la forme d'acquisition d'un véhicule entre ceux qui ont acquis un VUS et ceux qui ont acheté une berline. On voit que les propriétaires de VUS ont acquis leur véhicule beaucoup plus avec un financement offert par le concessionnaire, alors qu'on voit cette tendance inverse au niveau des propriétaires de berline qui ont acquis davantage leur véhicule grâce à leurs économies personnelles.
Donc ça, c'est un élément en fait important et qui vraiment va en lien avec ce qui a été présenté précédemment. Bien entendu, les types de véhicules les plus appréciés au sein de notre échantillon sont les VUS, suivent les berlines et les camionnettes pour finir. Et justement, cette appréciation se reflète d'ailleurs dans les intentions d'achat, puisqu'on voit que dans notre échantillon, la probabilité d'achat est la plus élevée pour les VUS, suivent ensuite les berlines et les véhicules électriques. Alors, compte tenu de tout ça, en fait, donc, il y a de plus en plus, on voit, et on l'a vu dans les statistiques présentées précédemment, une augmentation des ventes de VUS. On a voulu aller voir vraiment pourquoi on achète des VUS et interroger les Canadiens à cet égard. On a essayé de regrouper un peu nos éléments dans 4 grandes catégories. Donc, qu'est-ce qui influence en fait les consommateurs d'acheter un VUS? Tout d'abord, des aspects contextuels personnels, le lieu, le mode de vie, certaines variables sociodémographiques, des éléments liés à l'environnement externe, les normes sociales, l'influence des médias. Andréane vient de nous parler des publicités. On va voir l'impact en fait, des publicités sur l'intention d'achat des VUS. Finalement, on va s'intéresser aux produits en tant que tels. Quels sont les aspects spécifiques aux produits, aux véhicules, en fait, qui font en sorte qu'on va se pencher davantage pour l'achat d'un VUS. Et finalement, les aspects psychologiques personnels, par exemple les valeurs, les attitudes dominantes qui guident la vie d'une personne. Alors, commençons par les aspects contextuels personnels. Donc, qui a la plus grande probabilité d'acheter un camion léger? Donc là, encore là, comme je vous disais, comme on a des répondants qui possèdent certains types de véhicules, on a pu faire des segmentations. Donc, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui utilisent des véhicules pour transporter des matériaux et les personnes qui vivent en milieu rural ont une beaucoup plus grande probabilité d'acheter en fait une camionnette plutôt qu'un autre type de véhicule. Maintenant, si on regarde plus spécifiquement au niveau des VUS, ce qu'on constate, c'est que les ménages avec un revenu familial plus élevé ont également une probabilité plus élevée d'acheter un VUS. On l'a vu tout à l'heure, Catherine Morancy nous parlait de persistance. Effectivement, les personnes qui possèdent actuellement un VUS ont une plus grande probabilité d'acheter à nouveau un VUS. Finalement, bien entendu, les ménages avec un plus grand nombre de personnes, plus on est nombreux dans notre foyer, plus notre probabilité d'acheter un VUS augmente. Et on l'a vu également dans les statistiques, les femmes ont une plus grande probabilité que les hommes d'acheter un VUS. Alors, si on regarde maintenant les aspects liés à l'environnement externe, on vient d'avoir une présentation tout à l'heure, donc juste à l'instant, sur le contenu des publicités automobiles. Alors, voyons maintenant comment cet environnement externe a une influence sur nos comportements d'achat. Alors, on a posé la question à nos répondants à quel degré, finalement, ils font usage de différentes sources d'informations lorsqu'ils planifient l'achat d'un véhicule. Donc, vers qui ils se tournent pour avoir de l'information au moment d'acheter un véhicule. Ce qu'on remarque, c'est que les concessionnaires sont les premiers en fait, auxquels on fait appel lorsqu'on a besoin d'informations. Ensuite, les amis et la famille, finalement, des sites web tiers. Alors, des sites web tiers, on entend plutôt par des sites web qui amènent des critiques, des articles, des experts, donc pas des sites de concessionnaires et pas des sites non plus de manufacturiers. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que bien que les publicités ne ressortent pas comme une source d'information pour lesquelles les consommateurs que les consommateurs vont utiliser pour avoir de l'information lorsqu'ils décident d'acheter une voiture, tout véhicule confondu, on voit qu'ils y sont naturellement exposés finalement. Autant on parle de recherche active d'informations quand on va chez le concessionnaire, quand on demande à ses amis et sa famille, quand on va vraiment visiter des sites web avec des critiques de véhicules. Par contre, la publicité, c'est une recherche passive finalement et les études montrent maintenant d'ailleurs qu'on y est exposé de plus en plus. Alors maintenant, dans ce contexte-là, en fait, intéressons-nous maintenant plus spécifiquement à voir est-ce que justement cette influence des médias a une influence finalement dans l'intention d'achat de VUS. Et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est qu'il y a de fortes corrélations positives entre l'intention d'achat de VUS et notre utilisation des publicités de télévision et radio et également des réseaux sociaux. Alors, petite question interactive. Maintenant, on va regarder plus spécifiquement le produit en tant que tel. Alors, que pensez-vous que la population canadienne a répondu à la question suivante? Quel facteur est le plus important lorsque vous achetez un véhicule? Alors, est-ce que c'est la sécurité, les aspects de prix,
de consommation d'essence. Alors, je vous laisse répondre, puis je vais comparer vos réponses par la suite avec nos répondants. Donc là, mettez-vous dans la tête en fait d'un consommateur moyen au Canada. Alors là, on voit, vous avez pas mal la bonne réponse. Si on regarde, en fait, donc là, vous avez cité la sécurité comme premier critère et le confort. Alors, pour la sécurité, vous aviez bon. La bonne réponse, par contre, le prix, qui a été cité seulement par 19% des participants aujourd'hui, reste également un critère très important pour les Canadiens lorsqu'ils décident d'acheter un véhicule. Donc, c'est vraiment la sécurité, quand on parle de sécurité en cas d'impact, mais également la sécurité dans des conditions de mauvaise météo ou encore de conditions hivernales, et le prix. Donc, pour ces deux éléments-là, sécurité, prix, on a 80% des participants, des répondants qui accordent beaucoup d'importance à ces deux éléments-là. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le dernier point, en fait, émissions de polluants. On voit qu'il y a quand même 50% de nos répondants qui accordent une grande importance à cet élément-là lorsqu'ils vont acheter un véhicule, encore là, tout véhicule confondu. Alors justement maintenant, donc là on voit que c'est tout véhicule confondu. On a voulu vraiment justement faire le lien par la suite. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a des facteurs qui, plus on leur accorde d'importance dans notre choix de véhicule, plus on va avoir tendance à acheter un VUS. Et ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a certains facteurs finalement, plus on accorde d'importance à des critères comme le confort, l'apparence, les 4 roues motrices, les fonctionnalités externes ou la position de conduite élevée, plus grande va être notre intention d'acheter un VUS par la suite. À l'inverse, plus on considère important les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de polluants comme un critère important lors de l'achat, moins grande va être notre intention d'acheter un VUS comme véhicule. Les émissions de polluants, alors oui, on le voit ici, c'est un attribut du véhicule, propre au véhicule, mais si on regarde un petit peu de façon plus large et qu'on qu'on réfléchit en fait aux valeurs, aux références à notre identité environnementale, justement, on va aller regarder tout ce qui touche aux aspects psychologiques, personnels, propres à la personne et nos valeurs, nos attitudes dominantes qui guident notre vie. Et c'est là qu'on voit aussi que finalement, cet élément-là qu'on voyait comme une particularité du véhicule qui faisait qu'on avait une influence, plus on lui accordait d'importance, moins grande était notre probabilité d'acheter. On le remarque également ici. Les personnes qui ont une identité environnementale beaucoup plus forte sont moins susceptibles d'acheter un VUS. Donc, on a fait vraiment des régressions au niveau économique pour valider ces aspects-là, donc en mettant tous les construits dans le même modèle pour voir lequel a le plus d'influence que les autres. Ce qui ressort, en fait, c'est que parmi tous les aspects psychologiques personnels, ceux qui avaient le plus d'impact sur l'intention d'un VUS, donc vous le voyez ici sur ce graphique, le fait de posséder un véhicule principal étant déjà un VUS est vraiment le prédicteur le plus important dans l'intention d'achat d'un nouveau VUS. Ce qu'on voit par contre, c'est aussi, par exemple, que les motivations affectives, c'est-à-dire par exemple le plaisir de conduire, va augmenter notre probabilité d'acheter un VUS. Également, les influences sociales sont très importantes dans la prédiction des comportements d'achat. Par exemple, la façon dont les autres nous approuvent ou désapprouvent nos décisions influence largement la façon dont on va prendre des décisions et plus particulièrement des décisions dans un contexte d'achat de véhicules. Un élément aussi sur lequel je veux attirer votre attention, ce sont les valeurs épistémiques. Donc là, on voit qu'il y a également une influence, plus on prend en considération ces valeurs-là, plus notre intention d'achat d'un VUS augmente. Qu'est-ce qu'on entend par les valeurs épistémiques? Mais en fait, ce sont les répondants qui accordent de l'importance à tout ce qui est la technologie. Ils vont être précurseurs pour l'achat de nouvelles technologies, etc. Donc, ces éléments-là vont faire en sorte que ce type de personne va avoir une probabilité d'acheter un VUS beaucoup plus importante. Donc, je pense que j'ai essayé de vous dresser un portrait rapide des principaux faits saillants qu'on a pu sortir du rapport. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont être, beaucoup plus de choses dans le rapport écrit et qui seront également présentées dans le deuxième webinaire. Donc, tous les éléments présentés
actuellement sont vraiment autant de leviers potentiellement intéressants pour sensibiliser les consommateurs aux effets des véhicules énergivores. Et ces leviers vont être testés par notre équipe en fait dans une seconde étude expérimentale. Donc, on va faire des expériences en ligne pour tester en fait l'influence de certains messages pour justement inverser la tendance. Je vous remercie beaucoup, puis je vais laisser la parole à Andréane. Merci beaucoup. En fait, c'est Marilyn qui reprend la parole. C'est vraiment pas grave. Merci beaucoup, Ingrid. Aussi, merci à Charlotte et Verena qui se sont activées là, à répondre dans les questions. On voit que les informations qui ont été transmises suscitent beaucoup d'interrogations, mais aussi d'intérêt de la part des gens. Donc, c'est un travail nécessaire. Merci encore. En fait, maintenant, pour juste vous rappeler que pour poursuivre cette réflexion-là sur le sujet, il va y avoir un prochain webinaire qui a lieu le 4 mai à 11 h. Donc, on va explorer les impacts associés aux camions légers, mais aussi les solutions en termes de politique publique, ainsi que les moyens pour réduire l'acceptabilité sociale des gros véhicules. Donc, le lien se trouve présentement dans le chat. Donc, maintenant, on a couvert ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui et on va prendre le temps. Il nous reste encore une dizaine de minutes là, pour répondre aux questions. Donc, il y en a plusieurs qui ont été répondues à travers le chat. Donc, on a essayé de rassembler les autres questions. Donc, je vais lancer la première question. Donc, une question plus d'ordre général. Donc, ça s'adresse à tous les panélistes. Pouvez-vous aborder le sujet de la rentabilité pour des fabricants de véhicules? Leur marge de profit est beaucoup plus grande pour les VUS que pour des véhicules à zéro émission. Entre autres parce que cette catégorie de véhicules n'est pas soumise au même régime réglementaire que les voitures. Je peux peut-être tenter une réponse. Ces deux segments, on n'a pas beaucoup d'informations sur cet élément-là, mais effectivement, les données qu'on a trouvées, ça disait que les VUS sont un segment de marché très lucratif. Donc, ils génèrent une marge de profit plus grande pour les constructeurs, plus grande pour les concessionnaires automobiles. Donc, tous les éléments de la chaîne, en fait, ont plus d'incitatifs pour les vendre. De là à comparer aux véhicules électriques, les véhicules électriques ont aussi une contrainte au niveau de l'offre actuellement, donc c'est un marché qui est peut-être plus difficile à comparer, mais clairement, si on veut comparer les VUS versus des voitures, les marges de profit sont plus grandes. Parfait. Merci, Brigitte. Sinon, on a une autre question ici, peut-être plus pour Équiterre et Andréane. Quels sont les obstacles à la mise en œuvre de contrôles sur la publicité automobile? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Je pense que la réponse la plus plausible à ce stade-ci, c'est qu'on a une industrie automobile qui est très intégrée avec celle des États-Unis. Puis aussi le fait que, en fait, mon Dieu, je viens de perdre mon idée, mais en fait, l'environnement n'est pas intégré dans beaucoup de secteurs du droit en général. Donc après ça, pourquoi l'urgence n'est pas là, c'est une question que je me pose à tous les jours auprès de la part des instances gouvernementales. Tout à fait. Merci, Andréane. Aussi, on a une question ici qui s'est posée durant la présentation d'Ingrid, donc qui s'adresse aux gens du Cyrano. Le prix est important, mais les gens choisissent un VUS qui coûte en moyenne 10 000 de plus qu'une berline. Point d'interrogation, point d'interrogation. Pourquoi? Effectivement, puis je pense que je peux donner quelques petits points, mais je pense que je vais vous inviter aussi à venir au deuxième webinaire où on va détailler davantage parce qu'en plus de l'aspect de l'analyse quantitative, en fait, on a fait une analyse qualitative, donc faire des entrevues et des focus group qui nous ont permis d'aller creuser cette question-là. Et en fait, quand on pose la question aux consommateurs, finalement, ils valorisent tellement la sécurité qui sont prêts à payer en fait ce différentiel de prix entre une berline et un VUS finalement. Donc, c'est vraiment la valorisation personnelle que les gens font de la sécurité qui font en sorte qu'ils sont prêts à payer plus cher finalement.
J'ajouterais peut-être un petit élément. Comme je te dis, les normes de financement ont beaucoup changé dans l'industrie automobile. Avant, les gens faisaient une location sur 36 mois. Maintenant, on est rendu à faire du financement sur 108 mois. Donc, si tu peux répartir un véhicule de 40 000 sur presque 9 ans, c'est sûr que tes paiements mensuels sont vraiment plus bas et que tu peux te permettre un véhicule qui est beaucoup plus gros. Donc, les gens ont l'encouragement aussi à acheter ces véhicules-là. Puis ça, c'est largement décrié par les agences fédérales qui voient l'augmentation de l'endettement des ménages. Exactement, puis tu as tout à fait raison, Brigitte, puis ça ressort dans nos statistiques également. On voit que le financement par le concessionnaire est vraiment beaucoup plus utilisé par les consommateurs qui achètent un VUS. Donc, on voit que finalement, le différentiel, il est encouragé finalement par ce financement plus facile. Merci à vous deux. J'ai ici un commentaire aussi qui dit « La pandémie a soulevé pour moi fait remarquer en fait que comment, durant les nouvelles, aux heures de pointe, on normalise l'auto-solo. » Elle donne un exemple. Ici, à Ottawa-Gatineau, il y avait peu de trafic, mais à chaque matin, après-midi, il fallait partager avec les auditeurs l'état des réseaux routiers. Pourquoi donner autant de temps pour le trafic? Pourquoi ne pas parler des émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'air, pollution sonore, les impacts des accidents routiers sur les personnes, les conditions sur les pistes cyclables, le transport en commun? Donc, c'était un commentaire. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent aussi faire d'autres commentaires sur ce point-là. Je vais juste faire un commentaire qui n'est peut-être pas lié à la question, mais c'est la STM a travaillé fort pour faire ajouter à cette période-là le fait que ça allait bien dans le métro. Parce qu'ils avaient tendance à juste dire il y a une panne dans le métro, il y a une interruption, alors qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup quand on se compare au reste du monde. Parce que c'était tellement ancré qu'on parlait de circulation, mais pas des autres modes de transport, que ça a été quand même relativement difficile. Maintenant, c'est fait que tout va bien dans le métro. C'est ajouté, mais effectivement, il y a un effort à faire au niveau de la diversification d'informations qui est donnée pour l'ensemble des usagers de la route. Tout va bien dans le métro, puis aussi sur les pistes cyclables, on voit aussi un bel accroissement aussi de popularité. Donc, c'est les effets positifs de la pandémie. Sinon, on avait aussi d'autres questions. Donc, en fait, cette adresse au Cyrano. Est-ce que les données du Cyrano ont été aussi différenciées selon les sexes pour l'importance accordée aux différents aspects, confort, sécurité? Les femmes n'ont généralement pas les mêmes motivations que les hommes au moment de l'achat. C'est une bonne question. Effectivement, on a tellement de données, en fait, parce qu'on a effectivement, vous avez raison, une dizaine de données sociodémographiques par répondant. C'est quelque chose qu'on n'a pas testé, mais je pense qu'on va aller le faire d'ici là, parce que c'est effectivement un élément intéressant. On a testé beaucoup de différences en fonction du sexe par rapport à l'intention d'achat, etc. Mais sur les aspects de sécurité, ça ressort quand même dans nos entrevues, mais c'est un bon point qu'on va adresser en fait avec les résultats de l'enquête. Merci. Maintenant, une question plus pour Polytechnique. Est-ce que la modification du parc automobile neuf vers des véhicules plus gros et plus dispendieux à entretenir ne risque pas également d'engendrer un problème d'équité lorsque ces véhicules seront sur le marché de l'occasion et que des populations avec des revenus moindres se verront dans l'obligation d'acheter un véhicule avec des coûts d'entretien importants et d'utilisation, je dirais aussi? Brigitte, Catherine? C'est sûr qu'en fait, si tu as une offre de véhicules qui est de plus en plus dispendieuse, ça peut affecter les populations qui ont besoin d'un véhicule. On espère pouvoir leur offrir quand même des alternatives de mobilité durable encore moins chères qu'un véhicule, mais quand même, c'est sûr que ce qu'on voit, c'est que l'augmentation aussi du prix des véhicules usagés est en augmentation parce que l'offre de véhicules neufs est en augmentation aussi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, à terme, il y a vraiment effectivement un risque qu'on ait des véhicules moins économiques, quoique si à un moment donné, il y a une demande pour ça, l'industrie va répondre en mettant une offre aussi en place. Parfait, merci. Maintenant, une question plus sur la publicité. Donc, je m'adresse à Équiterre, à Andréane. Est-ce que le nombre de ces véhicules lourds sur nos routes est proportionnel au pourcentage des publicités du même type de véhicule? Et comment vous mesurez exactement l'effet de la publicité sur les intentions d'achat?
Comme je l'ai mentionné, c'est presque impossible là, de mesurer. En fait, c'est impossible, à moins que quelqu'un ici ait une solution à me proposer pour analyser, pour arriver à un chiffre qui nous dit vraiment c'est quoi la contribution de la publicité, étant donné que c'est indirect. En fait, c'est direct, mais c'est un peu insidieux, en guillemets, dans le sens où on ne s'en rend pas compte. Puis comme je le précisais aussi, puis pour l'autre question, pardon, au niveau du nombre de véhicules lourds sur nos routes, c'est un bel addon, mais on a 79 % de publicité de VUS, de camions légers dans notre corpus de publicité, dans l'ensemble des publicités qu'on a identifiées. Et on avait aussi 79 % de camions légers vendus en 2020. Donc, la proportion est là. Est-ce que je ferai un lien direct entre les deux? Pas nécessairement. Mais les chiffres sont quand même là. OK, merci. Aussi une question ici. Est-ce qu'un VUS électrique sera aussi un fléau, considérant qu'il y a d'autres aspects non liés aux émissions? Est-ce que, Andréane, tu veux répondre ou s'il y en a d'autres aussi? En fait, la question là n'est pas tant au niveau des émissions qu'au niveau de la taille. Parce que plus un véhicule est gros, plus il est pesant aussi. Puis ensuite, les batteries des véhicules électriques sont plus pesantes que les batteries des petits véhicules. Des gros véhicules, pardon. On se mélange avec les termes, désolé. Donc, c'est sûr qu'au niveau des impacts sur les infrastructures routières, les impacts sur, comme je disais, la sécurité, on a quand même ces enjeux-là qui demeurent, même si les émissions sont beaucoup moindres avec ces véhicules-là. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter? Je voudrais peut-être ajouter quelque chose ici, c'est que je pense que cette question-là est toujours mal formulée. Puis il faut d'abord dire que oui, dans le futur, tous les véhicules seront électriques. Et je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est génial, mais je pense que la première job, c'est de réduire la quantité de véhicules et d'arrêter de promouvoir la possession privée de véhicules, peu importe sa taille, sa forme, son type d'énergie. Parce que ça fait vraiment des effets paradoxaux que de faire en sorte que des gens qui sont dans des modes durables, comme le transport en commun, vont sortir pour se déplacer en auto électrique, vont faire l'acquisition d'un véhicule parce que c'est considéré comme étant un véhicule zéro émission, ce qui est faux d'ailleurs. C'est pas zéro émission. Il n'y a rien qui est zéro émission dans ce qu'on consomme. Je m'enflamme beaucoup quand je parle de ce sujet-là, parce que je trouve qu'on fait vraiment l'erreur de ne pas remettre la discussion dans le bon sens, là, de dire, il faut réduire la quantité de véhicules, et ceux qui seront requis par la suite devraient être partagés, faire partie de flottes partagées, et oui, seront électriques. Mais je suis toujours inquiète quand je vois l'annonce de Hummer électrique, de F-150 électrique, parce qu'on voit ce qui s'en vient, il faut faire très attention de ne pas tout mettre dans le même panier et de comprendre effectivement qu'il n'y a pas juste un effet du véhicule. Puis quand on me répond des fois sur les Twitter, peu importe, on me dit, maintenant que les véhicules électriques sont verts, il n'y a plus d'autres problèmes. Et je dis, oui, il y a tout ça dont on parle depuis comme les années 70. Ils sont encore là, eux autres. Le reste, l'encombrement de l'espace, les accidents, la sécurité, la santé, il y en a plein. Donc, je m'excuse, je referme. Je te comprends. Merci. Merci, Catherine. Sinon, il y avait encore 2 questions. En fait, ça s'adresse aussi à Polytechnique. Qui détermine la catégorie de véhicules appliqués? Est-ce que les manufacturiers ont, pour des raisons de marketing, est-ce le manufacturier pour des raisons de marketing? Chez Transport Canada, on voit beaucoup de véhicules multisegments classés tantôt comme petits VUS ou petites familiales, tandis que chez les médias spécialisés, on catégorise différemment VUS ou compact. Oui, effectivement, le classement des véhicules est déterminé par l'industrie elle-même. Donc, chaque constructeur décide qu'est-ce qui est un VUS, qu'est-ce qui est un multisegment. Le multisegment, en passant, n'existe pas comme catégorie de véhicules. Quand on regarde dans les classements, il n'y en a presque pas qui sont classés comme multisegments. Certains observateurs ont indiqué qu'il y avait peut-être un intérêt de l'industrie à les classer parmi les camions légers parce que la réglementation sur les émissions de gaz à effet de serre, elle est moins lourde pour les camions légers que pour les voitures. Donc, si on classe un multisegment parmi les voitures, automatiquement, ils sont obligés de répondre à des exigences plus élevées. Donc, il y a certains qui considèrent qu'effectivement, il y a des raisons de marketing, ils peuvent faire plus de profit dessus, parce que ces véhicules-là ne procurent pas nécessairement tous les mêmes avantages mécaniques qu'un vrai VUS qui est un camion léger. Donc, un multisegment, c'est un peu différent. Mais oui, c'est l'industrie. Il y a ce qu'on appelle un numéro d'identification des véhicules, puis chaque constructeur a son propre code. Puis ça est devenu une norme ISO dans les années récentes. Là, je pense que c'est en
Parce que c'est assez récent encore là, puis honnêtement, les bases de données sont un bordel et c'est très difficile de mesurer en fait l'évolution des caractéristiques pour cette raison-là. Parfait. Merci beaucoup, Brigitte. D'où viennent les croyances sur la prétendue supériorité de la sécurité des camions? Ça s'adresse, je pense, un petit peu à vous toutes. Est-ce que Verena aurait une réponse pour ça ou sinon Catherine ou Brigitte? Je peux peut-être essayer, mais en fait, la littérature n'est pas tout à fait claire là-dessus. Donc, il y a certaines études qui indiquent qu'un véhicule qui est plus lourd va mieux tenir la route. Il y a d'autres études qui disent qu'un véhicule qui est plus lourd, en fait, a plus de chances de faire des tonneaux en cas d'accident. Donc, il y a beaucoup de est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, on peut parler de la traction intégrale, peut-être qui peut aider les gens à se sortir si jamais vous êtes pris dans la neige. Donc, il y a peut-être une notion d'indépendance qui peut être liée à la sécurité. La hauteur du véhicule qui donne l'impression de mieux voir la route et donc de mieux être en contrôle. À quel point est-ce que c'est fondé sur la sécurité? On a plein d'effets contraires. Puis ça va beaucoup être abordé dans le dernier volet de notre étude, qui est le prochain webinaire aussi. Donc, est-ce que les VUS augmentent vraiment la sécurité des gens et pour qui? Pour le conducteur, pour les gens sur la route, c'est une question qui est vraiment entière. Tu sais. Donc, on va traiter plus cette question-là prochainement. Est-ce qu'il y en a qui voulaient rajouter d'autres compléments de réponse? Merci, Brigitte. Une autre question pour le Cyrano. On a vu une évaluation dans notre imaginaire et nos perceptions aux cultures en associant le minivan au soccer mom et à rendre ringards les pères qui conduisaient ce type de véhicule. Les entreprises de relations publiques ont fait un gros travail pour changer les valeurs. Est-ce que Ingrid, tu voulais commenter? Je pense que ça s'adresse aussi un peu à Andréane, en tout cas à votre étude sur les publicités. C'est-à-dire que, oui, on le voit effectivement quand on analyse, puis dans nos groupes de discussion aussi, quand on a testé un peu la réponse des consommateurs à la publicité, c'est certain qu'on ne voit plus de mini-fourgonnettes et les publicités qui s'adressent, qui montrent en fait des VUS, montrent oui, des familles, mais beaucoup plus l'aspect nature, l'aspect dominance de l'environnement, l'aspect environnement aussi, donc des gens qui font des activités en nature. Donc, on a moins cet aspect de la représentativité de la famille associée au VUS. On va parler de l'espace ou de l'espace de chargement, on va dire, mais pas tant en fait du nombre de personnes et des actions qu'on peut faire avec. Oui, ben en fait, c'est aussi ça qu'on a vu dans les résultats. Là. Les mots famille ou tout ça ne sont pas vraiment là, mais on va vraiment y faire référence de d'autres façons, là, soit avec en mettant du stock de camping dans la valise, des choses comme ça. Puis un autre élément par rapport aux fourgonnettes, oui, donc les minivans, il n'y en a pas. Puis en fait, nous, pour évaluer le contenu de ces publicités-là, il a fallu qu'on sorte du cadre en fait, qu'on s'était fixé parce que sinon, il n'y en avait aucune qui aurait été valide. Fait qu'on se rend aussi compte là, que c'est complètement démodé selon ce que la publicité nous offre. Parfait. Merci beaucoup à vous deux. Une petite dernière question. Donc, est-ce que les taxes prélevées par les gouvernements, soit immatriculation, taxes à l'achat à la pompe, tiennent compte des coûts et de l'usure supplémentaire engendrée par des véhicules qui sont de plus en plus gros et lourds? Non, pas pour le moment. Donc, est-ce que ça pourrait être une chose à adopter? Peut-être. En fait, c'est là aussi toute l'importance peut-être de revoir nos classifications, en fait, pour mieux documenter les impacts que ça a sur la société. Puis une fois qu'on a des impacts documentés, bien, on est capable de mettre en place des politiques publiques puis des politiques tarifaires qui sont adaptées à nos objectifs de société. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On n'a peut-être pas eu la chance de répondre à toutes les questions. Il y en a eu plusieurs. Je viens de mettre dans le chat une adresse courriel si vous voulez qu'on y réponde. On va tenter de faire le mieux que possible. Sinon, donc, merci encore à vous tous d'être ici présents. Merci à nos panélistes. Merci aussi à Damaris d'Équiterre qui a assuré la régie de ce webinaire. Merci encore. Vous dire aussi que l'enregistrement et la présentation vous seront envoyés
sous peu par courriel. Donc, ce fut vraiment très intéressant. J'espère que vous serez des nôtres le 4 mai pour la poursuite de cette réflexion sur ce sujet qu'on voit qui avive beaucoup de passion donc, parmi vous. Donc, merci encore. Bonne fin de journée et à la prochaine.